Mesdames, Messieurs, bonjour. Le débat en télévision a désormais un nom, c'est Libre Expression sur Info TV, tous les dimanches de 11h30 à 14h, pendant 2h30 de temps. Ils sont nombreux, ces experts qui acceptent de croiser le verbe ici pour justement vous donner la meilleure information sur le plan du débat politique au Cameroun. Ce matin, nous revenons sur les faits saillants qui ont justement marqué l'actualité de la semaine au Cameroun. Nous commencerons et comment pouvait-il en être autrement par les derniers résultats du baccalauréat au Cameroun. Constat général, c'est un échec total. Ce matin, il est question de savoir comment comprendre cet échec au baccalauréat en République du Cameroun. L'on parle d'environ 37% de réussite dans notre pays entre un baccalauréat qui a connu une fuite des épreuves et des résultats catastrophiques. Nous nous demanderons également ce matin s'il n'y a pas lieu de reprendre tout simplement cette session 2024. En deuxième partie de ce programme, nous marquerons un arrêt majeur sur la dernière sortie du préfet du Mfundi, mais également du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, de manière substantielle pour ce qui est du préfet du Mfundi, à l'endroit de ceux qui continueraient à tenir des propos malveillants au niveau à l'endroit des institutions, mais également des personnes qui les incarnent. Il est possible que ces personnes soient tout simplement expulsées du département du Mfundi. Quelques jours plus tard, le ministre de la Communication est revenu pour certains pour recadrer le préfet du Mfundi. Ce matin, nous nous poserons la question de savoir si véritablement la démocratie recule en République camerounaise. Nous terminerons, si vous en avez convenance, par la dernière actualité au niveau de nos tribunaux et nous parlerons de l'affaire Martinez-Zogo avec surtout ces avocats des mises en cause entre guillemets qui ont tout simplement connu un échec quant à la demande du dossier de procédure. La cour d'appel a tout simplement rejeté cette demande des avocats. Avec les experts en studio, on essaiera également de comprendre tous les dimanches 11h30 14h. Vous êtes en direct sur Info TV dans le cadre du débat Libre Expression. À tout de suite pour la suite. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous êtes justement en direct sur Info TV et nous commençons par accueillir ces invités qui répondent déjà présents. Professeur Mathias Erico Nangini, bonjour. Bonjour monsieur Aïssi, bonjour aux téléspectateurs. Professeur Mathias Erico Ronangini, nous ne le dirons jamais assez, est enseignant d'université, vice-recteur désormais du côté de l'université de Yaoundé 2, c'est Assoa, mais également politologue. C'est l'un des politologues les plus pointus, les plus pertinents ces 20 dernières années en Afrique. Professeur Mathias Erico Ronangini, votre présence continuera à nous honorer. Merci. En face du professeur Mathias Erico Owenangini, nous allons accueillir Maître Nouga. Maître Nouga, bonjour. Bonjour et bonjour aux téléspectateurs. Bonjour également à nos panélistes. Maître Nouga, j'aime bien dire lorsque je l'accueille que c'est toute une vie au niveau des tribunaux. Maître Nouga est avocat au barreau du Cameroun, mais également homme politique du côté du PCRN. Merci Maître d'être là ce matin. Merci aussi. À côté de Maître Nouga, nous allons accueillir un enseignant, mais également un enseignant syndicaliste qui était parmi nous ce matin. C'est la toute première fois que nous allons le recevoir dans le cadre du programme Libre Expression. Michel Gabriel Chougem, bonjour. Bonjour, parfait ici. Merci pour l'invitation. Merci de m'associer à ce débat républicain pour ma contribution à la compréhension et à la résolution des problèmes qui freinent le développement de notre pays. Merci. Comment se porte l'enseignant ce dimanche matin? L'enseignant va quand même bien malgré les problèmes. Malgré les problèmes, l'enseignant va quand même bien. Les problèmes qui sont en cours de résolution, malgré, n'est-ce pas, la grandeur et la complexité de ces problèmes. Merci Michel Gabriel Chougem d'être parmi nous ce jour. Nous accueillons également un autre homme politique, lui c'est Dieudonné Chi. Dieudonné Chi, bonjour. Good morning, sir. Thank you for having me once again. Good morning to my co-panelists. Good morning to our televiewers and the great family of the SDF. Before I
continue, I want to call on all Cameroonians that are watching and on all political actors that in whatever we do, we should remind ourselves that our existence on earth is temporal, and that this reminder should inspire us to love more and to be more constructive in the way we handle the affairs of our country. Merci Dieudonné Chi. Vous l'avez compris, Dieudonné Chi est d'obédience anglophone, mais il fera un effort pour parler en français ce matin. Dieudonné Chi, vous l'avez également constaté, est homme politique. Il est du côté du Social Democratic Front, est encore attendu, mais il fait également déjà son entrée dans ce studio. Le docteur Hilaire Kamga, qui est un acteur majeur de la société civile au Cameroun. Il est de l'offre Orange. Nous allons l'accueillir tout à l'heure comme cela se doit. Les sujets ont été proposés, que le panel constitue. À tout de suite pour le grand débat de la semaine. Docteur Hilaire Kamga, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les citoyens qui nous regardent. Je dois dire, comme je le relevais tout à l'heure, que vous êtes un acteur majeur de la société civile au Cameroun. Vous êtes de l'offre Orange. Oui, je suis de l'offre Orange, je suis le mandataire de l'offre Orange, mais je suis particulièrement secrétaire permanent de la plateforme de la société civile pour la démocratie, puisque vous parlez de société civile. Il s'agit de quoi? C'est une organisation, ce qui regroupe une centaine d'organisations, dont c'est une méta-organisation, créée depuis 2007, comme vous le savez, et qui regroupe un certain nombre d'organisations qui ont en commun de s'intéresser aux questions d'alternance et de démocratie de manière fondamentale. Donc voilà. Merci d'être là ce matin. Nous allons donc débuter ce grand débat par justement cette forte actualité au Cameroun. Il s'agit des résultats du baccalauréat qui sont disponibles depuis vendredi dernier. Constat fait, c'est un échec cuisant de ce baccalauréat. Les uns les autres sont en train de vouloir comprendre cet échec. Je commence par passer la parole au professeur Mathias Eric Owona Ngini. Professeur, votre regard général sur ces résultats et maintenant, pourquoi un tel échec? Monsieur Haïssi, qu'est-ce que j'en sais? Vous êtes Camerounais. J'observe comme vous que les résultats du baccalauréat n'ont pas été bons, mais bon, d'une certaine manière, ce n'est pas surprenant en raison de différents facteurs qui perturbent le système d'éducation dans les enseignements secondaires. C'est peut-être pas aussi surprenant que ça. En raison aussi d'une certaine ambiance culturelle où on voit et on le perçoit à l'université avec les nouveaux étudiants qui viennent des enseignements secondaires, que beaucoup ont véritablement perdu le sens de l'effort et de la recherche de la qualité. Bon, mais c'est une ambiance qui existe dans un pays où l'éducation est de plus en plus questionnée et ces symboles sont dévalorisés. Les gens pensent que l'éducation, ça ne sert plus à rien, qu'il y a d'autres formes de chemin qui semblent beaucoup plus pertinents en termes de réussite. Reste à savoir si ces chemins même sont des chemins légitimes. Professeur, je vous suggère de garder le microphone là. Si nous revenons au niveau des années antérieures, en termes de statistiques, je vais simplement prendre l'avant-dernière édition, c'est-à-dire l'édition 2023. Au niveau du baccalauréat, nous étions environ à 75% au niveau du taux de réussite. Cette année, nous sommes pratiquement à 37%. 37, oui. 37, oui. 37. Environ un peu plus de 150 000 candidats, pas même 50 000 qui ont réussi. Vous dites que on constate que les élèves n'ont plus le sens de l'effort. On peut comprendre ce que vous dites de manière intelligente. Ça ne se limite même pas aux élèves. Oui. En fait, même le corps enseignant a été contaminé en raison des problèmes objectifs et subjectifs qu'ils rencontrent. Les problèmes objectifs, ce sont les difficultés que rencontrent un certain nombre d'enseignements quant à leur intégration complète dans le système
il y a des problèmes de salaire, il y a des problèmes d'avancement, il y a un certain nombre de difficultés qui se posent. Mais ces problèmes Il y a une posent des crise difficultés, de- professeur. Il y a une crise de vocation, une sérieuse crise de vocation, qui est assez vieille d'ailleurs, parce que beaucoup de gens ne vont plus dans le système d'enseignement en tant que formateurs, parce qu'ils ont l'amour de ce métier. Ils cherchent le matricule. Ils cherchent le matricule, et d'ailleurs beaucoup trouvent le matricule sans jamais avoir servi. C'est ça qui est terrible. Ça Très veut bien. dire qu'ils prennent des places que d'autres auraient pu occuper plus efficacement. Merci, professeur, pour votre premier jet. Maître Nouga, vous qui observez notre éducation depuis de très longues années, je voulais faire comprendre que c'est le taux le plus élevé en termes d'échecs ces 25 dernières années. L'année dernière, nous étions à 75%, le taux de réussite au bac. Cette année, nous sommes à 37%. Et il y avait déjà les mêmes problèmes. Mais pourquoi cette chute libre? Écoutez, moi je pense qu'il y a un déficit d'État. Il y a un déficit d'État. Parce que rappelons le principe. Le principe est que nous avons confié à l'État la gestion de certains domaines sociaux, et parmi lesquels l'éducation, la formation. Parce que même lorsque c'est les privés qui le font, c'est toujours sous l'ordre, sous le contrôle étatique Tout à et fait. suivant les principes arrêtés par l'État. Alors, il y a deux déficits que je remarque. D'abord, le déficit au niveau de l'institution scolaire. L'État est incapable de payer convenablement les acteurs de la profession d'enseignant. D'ailleurs, ne paye pas du tout. L'État est incapable de réguler le recrutement. Le recrutement, c'est davantage des stratégies individualistes de recherche de matricule, comme il a été dit tout à l'heure. L'État est incapable même de donner les centres de formation, de donner une orientation pertinente à l'éducation. À quoi sert l'éducation? Savez-vous que les personnes les mieux éduquées aujourd'hui, qui sont docteurs en quelque chose, cherchent du travail, c'est-à-dire cherchent quoi faire avec leur capacité de formation. Ils ont été formés, ils ont réussi, mais en réalité, ils ne savent pas quoi faire de cette formation, de cette réussite. C'est encore là un niveau important de déficit. Cela impacte l'intérêt pour la formation. Donc il y a cela, il y a ce déficit. Il y a également, le deuxième point, quelque chose que je relève, mais sans beaucoup sans avoir fait un examen approfondi. Vous savez, j'ai mes enfants, lorsqu'ils étaient en terminale, je leur interdisais le téléphone. Mais à partir de la première, ils m'ont dit que le téléphone, c'est important pour apprendre. Pour des recherches. Ils font des recherches et ils apprennent avec téléphone. Alors, écoute, j'étais obligé, pour ne pas faillir, de leur donner le téléphone parce qu'ils m'ont dit et convaincu que c'était un instrument de téléphone. Pour dire que... C'est un instrument de travail. Voilà, pour dire que Internet est arrivé et comme d'habitude, l'État n'a pas su gérer cet instrument. Est-ce qu'il sert vraiment seulement à la formation, à la recherche? Je pense que beaucoup utilisent trop tôt Internet et très mal. Donc, il a fallu que l'État intervienne pour que la gestion de cet instrument soit plus utile à notre société et notamment aux plus jeunes. Et j'ai le sentiment que on fait plus de TikTok aujourd'hui. Vous savez, quand je venais, en venant de cette émission, Oui. j'ai trouvé un jeune homme avec un tam-tam en pleine route. Les voitures l'esquivaient et il y avait un autre qui le filmait. Pour des besoins Et certainement. il jouait du tam-tam, il était maquillé et la voiture devait faire un effort pour l'esquiver. En plein cœur de la chaussée. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Et il fait du TikTok. Et bien sûr, ça va être un buzz dans les réseaux sociaux. Et si les jeunes utilisent cet instrument de cette manière, et comme je le vois à tous les enfants aujourd'hui, il est accroché au téléphone, je suppose que ça ne permet pas
d'apprendre convenablement et d'avoir des résultats. Donc, je chute en disant, en concluant, qu'il faut que on pose le problème là où il doit se poser, que l'État serve effectivement à quelque chose, qu'il joue son rôle pour que, en fait, on ne perde pas notre jeunesse. Merci, maître docteur Ile Kamga. Dans notre métier, les faits sont têtus. Ce n'est un secret pour personne. Pour les examens de cette année au Cameroun, notamment ce baccalauréat, les épreuves circulaient avant l'évaluation proprement dite dans des groupes WhatsApp, ainsi de suite, ainsi de suite. Cela avait été décrié, mais également dénoncé. Ce que l'on appelle au Cameroun l'eau. L'eau avait coulé à flot et selon nos informations, des instructions ont été données aux correcteurs d'être un peu plus rudes justement au niveau des corrections. Cette année, il fallait avoir 10 de moyenne ou rien. 10 moyennes à montant. Résultat de course, 37% au niveau du pourcentage de réussite. Votre regard? Ben, il faut déjà dire les choses comme elles sont. Hein. Je crois que d'entrée de jeu tout à l'heure, le professeur Onanguini a planté le décor sur la crise globale de l'éducation, et c'est de ça qu'il est question, puisque aujourd'hui, le bac permet d'entrer dans le système à l'université. Tout à fait. Et quand on a à gérer au quotidien les produits de l'université, on a immédiatement le rendu. Le rendu de la production de l'enseignement secondaire. C'est-à-dire que on se rend compte que ceux qui sont aujourd'hui dans le cycle universitaire, y compris ceux qui vont être en train de préparer des thèses, sont malheureusement ont un niveau quand même assez bas. Assez bas. Même la capacité à structurer simplement un argumentaire, c'est compliqué, y compris ceux qui ont soutenu des mémoires de master. Donc ça veut dire que c'est tout le système global qui est aujourd'hui un problème. Vous ne pouvez pas aujourd'hui laisser que l'enseignant à l'université, au lieu de donner ses cours particuliers, soit en train de donner des cours élémentaires, des fondamentaux qui auraient pu être acquis dès l'enseignement secondaire. Donc, c'est le système global qui est aujourd'hui en faillite. Et quel système? Le système de gouvernance globale, de manière. Tout à l'heure, Maître Nouga a pointé la question des réseaux sociaux pour indiquer la responsabilité des étudiants, mais au-delà des enfants, je vais dire, des élèves, mais au-delà de la responsabilité des élèves, c'est le système de manière globale. Il n'y a que des enseignants eux-mêmes sont totalement paupérisés, cela a été dit. Il n'y a que, avant qu'on arrive au mois d'avril, il n'y a pratiquement plus de cours qui sont donnés dans nos écoles. Et ça ne fait pas 9 mois de cours. On a aujourd'hui à peine, on a 5-6 mois de cours. On doit évaluer les étudiants, les élèves sur 5 mois de cours pour 3 trimestres supposés. Parce que le troisième trimestre, manifestement, n'existe plus. N'existe plus. Et donc, ils s'en vont se balader un petit peu. Et donc, pendant 2 semaines. Oui, pendant 2 semaines, et c'est fini. Après, on est à la fête nationale, et puis après la fête, on dit tout le monde reste à la maison. C'est quelque chose de cette nature-là. Donc, vous ne pouvez pas, non seulement, et ça, c'est pas du fait de l'élève. Parce qu'il ne faut pas toujours qu'on vilipende les élèves simplement. C'est pas du fait de l'élève, c'est du fait du système de manière globale. C'est-à-dire qui, depuis l'ordre gouvernant central, jusqu'aux différents établissements, quand on pauperise l'enseignant, c'est pas pour qu'il puisse donner le mieux de lui-même. D'abord, l'enseignant nouveau. Presque 70% des enseignants nouveaux, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ne sont pas entrés par vocation. On cherchait un matricule. Ça veut dire que même la prédisposition à donner, ils n'ont pas eux-mêmes. Maintenant, ceux même qui sont entrés par vocation, y compris l'ensemble, ont réussi quand même à les mettre dans les conditions où ils doivent réfléchir par rapport à leur survie qu'à l'enseignement qu'ils doivent donner aux enfants. Et donc, du coup, ils donnent le strict minimum. Le strict minimum, donc quand l'occasion est donnée, ils ne viennent pas au cours, ils vont donner des polycopies ou bien des cours qu'on va voir par Internet, quelque chose de cette nature-là. Et puis, bon, l'élève se débrouille par lui-même. Il se débrouille. Et au finish, non seulement il va se débrouiller dans ces conditions-là, mais un autre système pour essayer de renforcer les caisses de certaines personnes, l'eau va exister. On va mettre maintenant aux enchères des épreuves qui se retrouvent que finalement, c'est celui qui a de l'argent qui va pouvoir avoir l'eau et la correction, si on peut parler. Je voudrais qu'on marque qu'on arrête, et vous gardez le microphone, docteur, sur cette affaire d'eau qui a coulé à flot. C'était connu, c'est-à-dire entre 3h et 5h du matin, dans bon nombre de groupes WhatsApp, des épreuves circulaires.
Et vous vous rendez effectivement compte que l'épreuve qui était lancée à 8 heures du matin dans certains centres d'examen, c'était l'épreuve qui circulait déjà dans le groupe WhatsApp il y a quelques heures. Ça veut dire qu'il Comment vous analysez un tel état de choses? Non, je n'ai pas à faire une analyse plus directe. Il y a quand même une institution qui s'occupe du bac au Cameroun. Il s'agit de l'office du bac. Qui s'appelle l'office du bac. Cette institution-là, si toutes les années, de manière récurrente, sur les 6 dernières années, on a parlé de l'eau, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de l'office du bac. Si on ne peut plus sécuriser l'épreuve de l'examen, ça veut dire qu'il y a un problème. Et jusque maintenant, on n'a pas questionné cette institution, comment ça fonctionne et comment adresser la question de l'eau qui est en train de couler. Mais il faut peut-être indiquer une chose importante. Et vous chuterez pas là. Oui, pour dire que tout le monde se focalise sur le fait de l'eau et du niveau qui aurait trop baissé par rapport aux 37%. Il faut aussi indiquer qu'en 2020, nous étions à 47%, il y avait de l'eau. Et on a eu 47% et en délibéré, les enseignants sont là. Je crois que ceux qui sont sur le plateau, ceux qui nous écoutent, savent qu'on a délibéré à ce moment-là dans certains centres à près de 7,5. 7,5 de moyenne. Oui, pour avoir 45% en 2020, soit dit en passant. Donc, à 37% aujourd'hui, ayant délibéré, n'ayant pratiquement pas délibéré, étant à 10%, à 10 sur 20, ça veut dire quand même que le niveau ça n'a pas forcément baissé. On est dans un système, c'est comme ça que ça se passe. Si on avait délibéré effectivement, comme d'habitude, à 7,5, 8 ou 8,5, on aurait 50%, pratiquement. Très bien. Donc c'est un problème global qu'il faut adresser au niveau de la gouvernance, au niveau du système gouvernant de manière globale. Il faut l'adresser. Pas seulement en direction des élèves ou des enseignants, mais il faut que ceux qui pensent l'éducation, qui pensent notre gouvernance, repensent la manière de faire les choses au Cameroun. Merci, docteur Hilaire Kamga Djedoné Chi, vous qui êtes justement un homme politique, vous êtes du Social-Démocratique Front. Lorsqu'on va à un examen, et on se rend quand même compte que les épreuves sont dehors bien avant, et on va dans cet examen-là, les résultats sortent et la vie continue. Est-ce que c'est normal dans un état sérieux? Bon, tout à fait, ce n'est pas normal. Je vais rejoindre cette problématique dans la logique systémique que vient d'évoquer le docteur Hilaire Kamga. D'abord, s'il y a les épreuves dehors, c'est une question d'éthique, des questions morales de la part de ceux-là qui sont censés préparer ces épreuves. Comment est-ce qu'on arrive à les voir sur les réseaux sociaux? Il y a un sérieux problème d'éthique et cela ne doit pas aussi surprendre parce que la logique de rigueur et moralité a longtemps foutu le camp, puisque l'exemple que ceux qui nous dirigent montrent à la jeunesse est totalement l'inverse de la rigueur, est totalement l'inverse de la moralité. On fait savoir aux gens qu'il y a des raccourcis. Et les jeunes voient aujourd'hui, avant il y avait certaines choses qui pouvaient se cacher, mais les choses sont plus claires aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Tout est là, les gens voient comment ceux qui n'ont même pas un niveau d'éducation, c'est ceux-là qui réussissent, ceux qui ont réussi. Qui sont célébrés dans la société. Ils sont célébrés dans la société, ceux qui réussissent sont plutôt au quartier, la médiocrité est régie en normes. Et du coup, les élèves se disent, ben, bon, à un moment donné, on étudie même pourquoi. Donc il y a ces problèmes d'ordre moral et éthique là, donc il faut interroger. Mais aussi, il faut répondre à certaines questions d'ordre technique. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, les résultats de l'année passée et les résultats de cette année, on dirait qu'on a seulement inversé. On a changé de pays. On a changé de pays ou on a changé de résultats. L'année dernière, nous sommes à 75% et l'année qui suit, nous sommes à 37%. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas quand même s'interroger? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, il faut poser des questions d'ordre technique. Il faut aller savoir si peut-être c'est ceux qui étaient chargés de préparer les épreuves qui n'ont pas suivi les bons critères pour préparer les épreuves. Il faut aller savoir si c'est les correcteurs qui n'ont pas bien fait leur travail. Il faut aller savoir si c'est au niveau des élèves qui n'ont pas bien étudié. Il faut aller savoir si au niveau des enseignants, tels que les troubles qu'on a relevés tout à l'heure, certains parlent de manque de vocation, et oui c'est vrai, parce que beaucoup de personnes
vont au métier d'enseignement, comme dans d'autres métiers d'ailleurs au Cameroun, pas par passion, pas par vocation, mais parce qu'ils veulent survivre, ils veulent avoir un matricule. Il faut questionner tout cela. Il faut questionner même l'environnement dans lequel l'enseignant évolue. Est-ce que l'enseignant est à l'aise dans son environnement? Je crois non, parce que récemment on a parlé des OTS. Je suis tellement indigné parce que il y aura beaucoup de personnes qui sont chargées de la gestion de ces pays aujourd'hui qui vont regretter le fait que les élèves ont échoué. Mais quand il y avait l'OTS, qui était une histoire qui était comme une histoire de vol public même, parce que je me rappelle, j'ai discuté avec un député qui me disait que eux-mêmes ils étaient surpris d'entendre parler de l'OTS que l'État devait aux enseignants. Parce que chaque année, le budget passe au niveau de l'Assemblée nationale. On voit la dette de l'État, dette intérieure, dette extérieure. On ne voit jamais que l'État doit de l'argent aux enseignants. Mais d'où vient-il que l'argent des enseignants n'est pas disponible? Ce n'est pas payé. Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'aujourd'hui, quand les enseignants se lèvent, bon, on sort des méthodes parfois très arrogants, on les méprise, on les menace et tout ça. Ça donne ce que ça donne. Parfois même, ils peuvent arriver maintenant dans les salles de classe, sans motivation. Bon, vous dites que bon, il est obligé d'être là. Il arrive là, dans sa tête, il n'est pas à l'aise, il n'arrive pas à travailler. Maintenant, il y a aussi une question au niveau des parents. Il ne faut pas laisser les parents à côté. Parce que les parents ont leur rôle à jouer avec la question des nouvelles technologies et aussi la vie facile. Vous avez des élèves que le parent lui donne, selon le niveau de ses moyens, lui donne un certain nombre de moyens nécessaires pour qu'il parte étudier. Mais quand vous regardez la vie réelle de cet élève-là, ça ne ressemble pas à la vie que le parent peut le procurer. Ils sortent de là, ils sont au quartier, ils font des choses bizarres, filles comme garçons, ils veulent avoir l'argent, ils veulent la vie facile. Pourquoi? Aussi parce que ils ont vu comment la société évolue. On leur fait savoir que il y a des raccourcis, il y a d'autres maisons, il y a d'autres méthodes pour réussir au lieu de la culte de l'effort. Merci à Dieudonné Chi pour votre perception. Je l'ai fait à dessein. Je voulais que l'enseignant, le seul du secondaire qui est sur ce plateau, puisse d'abord suivre les autres panélistes. Lui qui est au quotidien avec ses élèves, puisse nous dire exactement ce qui n'a pas marché cette année. Ils sont nombreux qui ont indexé la chaîne éducationnelle. La faute aux parents, la faute aux élèves, la faute aux enseignants eux-mêmes. Mais finalement, monsieur l'enseignant, tout le monde est coupable. Ah, tout le monde est coupable, oui. Tout le monde est coupable, mais à des degrés divers. Très bien. Oui, il faut commencer par les élèves eux-mêmes. Les élèves qui sont les acteurs, l'un des acteurs principaux. Ces élèves-là qui sont accros au jeu, qui sont accros au téléphone et qui, n'est-ce pas, ça donne beaucoup plus aux activités extrascolaires, telles que les boîtes de nuit, telles que... À la drogue. Oui, à la drogue. Tels que les jeux de hasard, ainsi de suite. Maintenant, il faut également voir le problème au niveau des parents, qui pour certains, n'est-ce pas, abandonnent les enfants par ignorance, et pour d'autres, beaucoup plus pour des raisons de paupérisation. Oui, il faut dire que beaucoup de parents, généralement, sont en chômage. Et également, maintenant, au niveau des enseignants. Ces enseignants, n'est-ce pas, qui sont attirés par la part du gain, dans plusieurs établissements scolaires à la fois, ils sont, n'est-ce pas, victimes de laxisme dans la gestion de la discipline scolaire, dans les lycées, dans les collèges. Il y a également, n'est-ce pas, l'absentéisme des enseignants au poste du travail, soit pour des raisons salariales, soit pour des raisons d'éloignement, ou encore même pour des raisons de grève liées au mouvement OTS. Voilà, n'est-ce pas? Et maintenant, il faut venir maintenant au niveau de... Avez-vous l'impression que votre mouvement OTS a joué un rôle bizarre dans le cas des résultats de cette année? Mais il faut dire que le mouvement OTS n'est pas venu, ce n'est pas une création au sens, ce n'est pas venu au sens de création ex nihilo. Le mouvement OTS est venu pour des raisons que tout le monde connaît. Vous êtes OTS? Moi, je ne suis pas OTS, mais je crois que les revendications liées au mouvement OTS sont fondées, puisqu'on a toujours, n'est-ce pas, placé cela. Est-ce qu'il faut dire que les enseignants membres de l'OTS sont contents de ces résultats? Oh, un enseignant ne peut pas être content de voir son élève échouer. Mais le problème... Mais si l'enseignant n'enseigne pas, cela signifie qu'il va voir son élève échouer? Non, non, pas du tout. Ou alors si l'enseignant enseigne mal? Pas du tout. Je vais vous dire une chose, pas faire ici. Oui.
Le problème le plus important dans cet échec, dans cette dépravation des mœurs au niveau de l'enseignement en général vient de l'État. Parce que vous voyez, il y a l'insuffisance des enseignants dans certains établissements scolaires. Il y a, n'est-ce pas, les salaires dérisoires des enseignants. N'oubliez pas que les enseignants camerounais sont parmi les moins payés, les sous-payés en Afrique. Il y a, n'est-ce pas, le fait que la dette des enseignants n'est pas encore totalement payée par l'État. La dette qui reste encore énorme. Certes, l'État fait des efforts, mais la dette reste encore très, très Mais énorme. nous vous parlons du fait qu'il y a eu des mauvais résultats au bac. J'en viens. Vous parlez du fait que l'État doit encore de l'argent. Je vous donne les raisons. C'est comme si, attendez un peu, on va doucement. On va doucement. C'est comme si, comme vous ne nous donnez pas notre argent, on va voir. C'est ça? Vous savez que on dit souvent que, n'est-ce pas, c'est ventre affamé. Vous le savez, papa, ici. La pointe d'oreille. La pointe d'oreille. Comment voulez-vous que l'enseignant donne le meilleur de lui-même lorsqu'il a faim? Hein? Vous êtes là, n'est-ce pas? On vous voit, n'est-ce pas, très élégant. Mais monsieur Mbeng, vous. Moi, je ne suis pas enseignant. Je le sais. Vous faites bien votre métier parce que monsieur, parce que votre patron, vous êtes bien. Papa, ici. Moi, j'ai choisi le journaliste. C'est ça, c'est ça. Vous serez sous-payé que vous ne faites pas bien votre travail. Comme vous le faites, c'est bien. Alors, je vais donc ajouter, n'est-ce pas, cette nonchalance dans le traitement des dossiers des enseignants. C'est-à-dire qu'il y a des enseignants au Minéduc, au Minisec et même au Minisup qui, dont les dossiers pourris dans les tiroirs, dossiers de prestation familiale, dossiers de non-logement, dossiers d'avancement, on ne sait pas où est-ce qu'on en est avec tout ça. Il y a également le fait que le gouvernement refuse, n'est-ce pas, de tenir le forum national de l'éducation qu'on attend depuis 1995. Les États généraux. Les États généraux, qu'on appelle aujourd'hui le forum national de l'éducation. Ça fait Les déjà derniers États généraux se sont tenus. en Qu'est-ce qui a changé? 1995. Ça fait déjà combien? Dernière ans. Qu'est-ce qui a changé? Hein? Mais c'est déjà caduc qu'il n'a pas fait ici. C'est caduc. Il faut essayer de renouveler, il faut, n'est-ce pas? Il faut passer, il faut Est-ce réactualiser. que les recommandations de 1995 avaient d'abord été respectées? Disons que c'est tellement caduc et désuet que vraiment en parler aujourd'hui c'est presque impératif. Vraiment. Je voudrais vous ramener sur le terrain de ces épreuves qui circulaient Oui. avant l'évaluation proprement dite. Vous, en tant qu'enseignant, j'ai appris, en menant mes enquêtes, que les instructions ont été données. Dans le sens d'être plus rigide au niveau des corrections parce que les épreuves avaient circulé. Et là, je vais prendre un cas de figure. Oui. C'est un cas de figure. Il faut que nous analysions cela. Un élève qui a eu les épreuves avant l'évaluation s'en sort avec 10 sur 20. Il réussit au bac. Lui, il a eu les épreuves avant. Oui. Un autre élève qui n'a pas eu les épreuves, il s'en sort avec 9 sur 20 et il échoue au bac. Parce que la correction a été rigide. Est-ce qu'il y a un peu une certaine injustice? Bon, ce que je peux dire, c'est que, comme l'a dit, je crois, c'est le professeur, le recteur Guéry, et je crois que monsieur Ilay Kamgala m'a appelé également, le problème part depuis l'office du baccalauréat. Car c'est l'office du baccalauréat qui organise, n'est-ce pas, cette Vous indexez clairement j'indexe l'office du baccalauréat pour manquement grave à l'éthique professionnelle. D'où vient-il qu'il y ait fait des preuves? D'où vient-il qu'il y a corruption dans les examens? On parle d'où pour arriver là? C'est grave. Je crois que le ministre des enseignements secondaires, voire même sa hiérarchie, il devait déjà prendre des sanctions pour que ça n'arrive plus jamais dans ce pays. Et je vais donc ajouter à tout ce que j'ai déjà dit, le problème des effectifs pléthoriques dans nos salles de classe, dans nos lycées et collèges. Ça, c'est un problème qu'il faut résoudre. On ne voit pas un enseignant, n'est-ce pas, malgré, n'est-ce pas, son sens, sa volonté, encadrer 150, 200 élèves dans une salle de classe. C'est énorme. Donc, il faut résoudre ce problème. Il faut également que l'État construise des logements d'astreinte. Il faut des logements d'astreinte dans nos lycées, dans nos collèges, même dans les écoles primaires, pour mettre l'enseignant à l'aise. Vous voyez? Et je voudrais terminer également par ce problème d'évasion des enseignants. Ouais, la fuite des cerveaux. Ils vont de plus en plus tous au Canada. Ils vont au Canada, ils vont aux États-Unis, certains vont même ici au Tchad, d'autres vont au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire. Attendez un peu, vous êtes sérieux? Je vous le dis, papa, ici. Un enseignant Je vous le dis. aller enseigner au Vous voulez que Tchad? je cite? Je cite. Non. Voilà. Donc, je vous dis que vraiment que l'État fasse un effort pour résoudre, pour limiter ce problème d'évasion massive des enseignants vers l'extérieur. Comment peut-on comprendre qu'au Tchad, qu'au Sénégal, un enseignant gagne pratiquement le double de ce que moi je gagne? Ça, c'est incompréhensible, ça, c'est inadmissible, ça, c'est injustifiable. Monsieur l'enseignant, au regard de ces manquements, surtout au niveau des épreuves qui ont circulé comme des bouts de pain, est-ce que le bac 2024 est vraiment à toute sa saveur, à toute sa valeur? Est-ce que c'est la raison pour laquelle, lorsque vous avez un baccalauréat camerounais, vous allez dans bon nombre de pays européens
vous êtes d'abord admis en classe préparatoire. Voilà. Maintenant, celui qui vient avec un bac tchadien, un bac centrafricain, lui s'inscrit directement à l'université. Malheureusement. Est-ce qu'on doit reprendre le bac 2024? Reprendre le bac de 2024, moi, particulièrement, je dirais non. Qu'on mette chacun devant ses responsabilités. Donc on préfère continuer avec des faux bacs. On fait comment? Parce que s'il faut reprendre le bac, On va valider le fond. s'il faut reprendre le baccalauréat avec tout ce que cela comporte comme dépenses, comme suivi, Alors, qu'est-ce qui est plus important? C'est l'éthique ou bien la dépense? en principe, L'éthique plus la dépense. et la déontologie devaient primer surtout. D'accord. Mais ce n'est pas ce qui est fait, ce n'est pas ce qu'on voit. Depuis l'office du baccalauréat, l'office qui est dirigé par des responsables, que tout le monde connaît. Je ne veux pas citer le nom du directeur de cet office. Au niveau de l'office du baccalauréat, celui qui commande cet office, est-ce qu'il a quand même fait une sortie pour dire sa part de vérité sur ces épreuves qui circulaient dans tous les téléphones comme des bouts de pain? Il a fait une communication comme qui l'a fait auparavant. Ça c'est une gestion, n'est-ce pas, calamiteuse. Ça c'est une gestion, n'est-ce pas. Il a fait une communication comme qui papa ici. Nous sommes dans un pays où, n'est-ce pas, chacun fait comme il veut, à son niveau, chacun est roi là où il est. Ah bon? Oui, personne ne répond à qui que ce soit. Personne. Professeur Mathias Eric Owonangini, écoutez ce genre de choses sur des plateaux, je me dis quand même que ce n'est pas gai lorsque vous êtes un homme d'éthique. Oui, on ne peut pas apprécier une telle évolution. L'éthique est fondamentale pour tout système de formation, quel que soit le niveau où on se trouve. Et non seulement l'éthique est importante pour tout système de formation, l'éthique est importante pour toute formation. Quel que soit le niveau d'expertise, de savoir et de compétence que vous donnez à quelqu'un par la formation, si vous ne lui donnez pas une certaine éthique, cela ne vaut pas grand-chose. Donc, il faut à nouveau insister sur tout cela, parce que sinon c'est la faillite collective. Professeur, gardez le microphone. Hein. Vous et moi, c'est vrai, nous ne travaillons pas à l'office du baccalauréat, mais nous serons aidés tout à l'heure par l'enseignant. Quel est le circuit des épreuves? Aucune épreuve. Non, professeur, pourquoi commencer déjà à sourire? Je vais vous répondre que je ne sais pas. non, pas vous ne savez pas. Est-ce que je suis là? Comment on arrive à avoir des épreuves dans des téléphones à quelques heures du début de l'évaluation? Cela, attendez professeur, cela s'est passé le premier jour du bac. On s'est dit que le deuxième jour, ça s'est encore passé. Le troisième jour, ça s'est encore passé. Et personne n'a rien dit. Et les résultats du baccalauréat sont sortis. Et la vie continue. Non, ce n'est pas normal du tout. L'office joue un rôle de régulateur central dans l'organisation des examens. Il doit être garant de la sécurité, de la fiabilité, de la crédibilité du processus. Et si donc on a ce que nous appelons familièrement ou vulgairement l'eau, ça signifie qu'il y a des connivences qui partent du système interne. Tout à fait. Parce que dans ce genre de système, il doit y avoir une sécurité renforcée. Et d'ailleurs même, en termes de sécurité, les choses doivent être faites pour que même les gens qui sont à l'intérieur du circuit ne sachent jamais jusqu'au dernier moment quelle épreuve va sortir. Tout à fait. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'avoir une épreuve qu'on a conçue 6 mois avant ou 1 mois avant et que tout le monde connaît. Il s'agit d'avoir un jeu, plusieurs épreuves. Et enfin, on fait un tirage au sort au dernier moment pour que, justement, pour réduire ce genre de choses. C'est extrêmement grave. Parce qu'après, ça crée de sérieuses contraintes pour l'image du pays. Ouais. N'oubliez pas que ce système d'éducation camerounais que nous décrions a produit beaucoup de choses pour le monde entier, même pour les pays les plus puissants de ce monde. Tout à fait. Vous avez aujourd'hui des dizaines, sinon des centaines de milliers de gens qui ont été formés dans le système d'éducation camerounais, qui sont au plus haut niveau dans les pays les plus puissants du monde. Donc, si nous-mêmes, nous agissons pour le dégrader, nous jouons contre nous-mêmes. Très bien. Merci, professeur. Docteur Hilaire Kamga, nous acheminons à boucler cette première page qui nous amenait à interroger l'échec du baccalauréat de cette année. Docteur Hilaire Kamga,
Quel est le regard que vous posez sur le bac 2024 au Cameroun? Ben, le bac 2024, c'est un bac, comme beaucoup de bacs camerounais de temps en temps, depuis un certain temps, malheureusement. On a de la peine à trier le bon grain de l'ivraie, parce que ce qui est très très triste, et l'enseignant l'a dit tout à l'heure, c'est que... Ne dites pas ça comme ça, dites qu'on a de la peine à séparer le macabo et les patates. Mathias, je te le conseille, je suis d'accord avec toi. On a de la peine. Parce que le problème, c'est que annuler le bac, c'est un autre problème, par exemple. Vous avez des enfants, parce que tout le monde, et le professeur Onanguini l'a dit, notre système, quand même, contrairement à ce que des gens peuvent dire aussi, a produit des choses extraordinaires. Oui. Au niveau de la science. Hein, les Camerounais sont Ça, c'est auparavant, bien entendu. Même maintenant, même aujourd'hui. Il faut bien le dire. On ne fait pas l'insulte à l'ensemble du système. Moi, j'encadre des gens. Donc, je dis, je vois la compétition que les gars montrent. Aujourd'hui, je peux te dire, l'un des produits de l'université de Yaoundé, du Cameroun, se retrouve être l'un des patrons d'Interpol. Hein, c'est-à-dire des dernières générations. Hein, voilà. C'est un exemple que je prends. Pour dire que on ne peut pas comme ça jeter le propre sur l'ensemble de la production, que ce soit scolaire ou universitaire camerounaise, au motif que le baccalauréat. Parce que pendant que certains sont sur TikTok et attendent leur H pour avoir l'eau, il y a d'autres qui effectivement mouillent le maillot, se battent pour avoir leur examen et de manière sereine. Des enfants que quand tu discutes avec eux, tu te dis mais le gars il a le niveau. Parce qu'il est structuré dans sa manière d'approcher le sujet, de saisir les problématiques. Parce que c'est un gars qui a appris. Un autre va sortir là, il n'a rien dans la tête, il va avoir le bac, il sera en mention AB même. Parce qu'il a eu tout l'eau. Donc on ne peut pas comme ça globaliser, jeter le propre sur l'ensemble du système. C'est très important de le dire. Bon, maintenant, je veux simplement dire qu'il y a quelque chose à faire. C'est très important. Il y a des méthodes qui ont marché par le passé. Oui. J'ai lu un mémoire d'un jeune qui a soutenu une thèse sur l'ancienne éducation, donc son mémoire de master, il traitait quand même du processus au Cameroun, et ça m'a intéressé énormément. Et il y a une référence qui fait à la période que des aînés ont connue, avec Adamou Ndamjouya, le docteur Adamou Ndamjouya. Et on explique que les épreuves, hein, comme disait Mathias tout à l'heure, tous les enseignants dans une matière proposaient des épreuves et un circuit de triage qui a mené à une trentaine d'épreuves qui restaient. Donc toi, l'enseignant de la matière, tu ne sais jamais si ça viendra du gars de Tokumbere ou du gars de Bandune, du gars de Sarmelima, c'est pas possible, tu ne savais pas. Et à la dernière minute, quand ils ont fini de faire le tirage, là où le tirage se fait, Ndamjouya exigeait que tout le monde là, tous les 13 personnes qui ont participé au tirage, eux tous soient consignés. Hein? Ils sont consignés jusqu'à l'imprimerie nationale où finalement on va aller prendre l'épreuve, donner à la Chine, jusqu'à ce qu'au lendemain de l'épreuve, jusqu'à ce que quand l'épreuve démarre, ils sont payés à la charge de l'État. Hein? Personne, il n'y a pas de téléphone portable, donc du coup, même les téléphones fixes ne sont pas accessibles. Donc du coup, tu as une matière, tu as que quand les élèves se retrouvent en salle, on décèle l'enveloppe pour enlever l'épreuve. Personne d'autre n'a eu l'épreuve avant, parce que ceux qui ont pu avoir accès à l'épreuve, y compris à l'imprimerie, sont consignés. Ça, c'est des bonnes pratiques qui ont existé par le passé. Pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas se retrouver en train de copier sur de bonnes pratiques, mais on essaye d'inverser plutôt les chaînes de valeur, parce que l'éducation, excusez-moi de le dire, peut-être ne dit rien pas à beaucoup de gens, et je me souviens quand même, quand on voit les symboles qui sont donnés, et quelqu'un l'a dit sur le plateau, quand l'État, l'ordre gouvernant, oriente les valeurs, c'est-à-dire la reconnaissance des valeurs vers autre chose. J'ai été témoin il y a quelques années, je travaillais avec un professeur qui était avec moi dans un autre cadre, le vice-recteur professeur Roger Gabriel Lep. Savez-vous qu'il est décédé un jour? Il partait de Douala pour Yaoundé parce qu'il y avait les jeux ici. On s'est séparés le matin et finalement il a eu un accident, il est décédé. Le lendemain, il y avait le match de Cameroun, je crois France, où Marc-Vivien Fouet paie à son âme. Tous les deux sont tombés au même moment. C'est juste une symbolique. Hein. Pendant que Roger Gabriel, qui était quand même l'une des grandes sommités camerounaises reconnues au niveau international, pendant qu'il décède à ce moment-là, en pleine action, il est on peut appeler ça action de travail. Il est en service. Hein, il est en service. Fouet a eu une rue à Yaoundé. Fouet a été magnifié, il a eu des grandes cérémonies organisées par l'État pour dire, ben voilà, c'était l'exemple. Fouet, le footballeur qui tapait dans le ballon.
Mais l'EP n'a eu droit à rien, sinon aux hommages académiques. Rien. Une telle symbolique montre à peu près l'orientation des valeurs. C'est-à-dire, si vous allez vers l'université, vers le savoir, soyez sûr, l'État vous oublie. Mais si vous allez vers ce que s'y produit l'argent avec taper dans le ballon, la fait manière qu'on sort, l'État va vous encenser. On a eu une réunion de surfouet. On n'a même pas une boutique au nom de Roger Gabriel, qui tout aussi, en tant que vice-recteur à l'époque, et recteur par vice-recteur à l'époque, et on n'a rien. Très bien. Je me retourne une fois de plus vers l'enseignant. Monsieur l'enseignant, que faut-il faire pour que nous n'assistions plus à ce genre d'échec? Parce que le professeur Wanangini disait tout à l'heure qu'au-delà de tout, il ne faut pas rire. C'est l'image du Cameroun qui prend un sérieux coup. Est-ce que l'ordre gouvernant, lorsque vous observez avec lucidité, est quand même attentif aux revendications des enseignants? Est-ce que cet ordre gouvernant, lorsque vous observez une fois de plus, vous avez l'impression qu'il est en train de faire quelque chose dans le sens de faire en sorte que notre éducation retrouve ses lettres de noblesse? De façon objective, je réponds pas à l'affirmative. L'État fait quelque chose pour les enseignants, puisque beaucoup des enseignants du primaire, du secondaire et même du supérieur perçoivent leur rappel d'intégration, enfin, de l'argent qui a été oublié. Mais tout à l'heure, j'ai dit dans mon cours liminaire que la dette est importante, même malgré que l'État fait des efforts pour payer. La dette est en train d'être payée aux enseignants, je vous le dis. Chaque mois, il y a des enseignants qui perçoivent leur dette. Mais sauf que ces enseignants, ils n'en parlent plus. Je vous dis ce qui s'est passé, c'est que, à supposer que 100 enseignants sont prévus pour percevoir leur rappel ce mois de juillet, dans les 100 enseignants, on trouve 10 qui ont effectivement perçu. Vous voyez que c'est minable. Et je voudrais vous dire que l'État avait, l'année dernière, le ministre des Finances, l'État a promis résoudre les problèmes des enseignants au plus tard en août. Août 2024 était la date butoir. Mais août, il n'est que demain. Ça ne sera pas résolu. Malgré les efforts qui sont en train de le faire, ça ne sera pas résolu. Août passera, les problèmes des enseignants vont rester, vont délérer. Conséquence, on aura encore des 37%, et l'année prochaine, on pourra descendre à 17%. Ce que je peux dire, c'est que l'État continue à faire des efforts, mais avec un peu plus de célérité. Entre-temps, quand même, les établissements privés, et surtout confessionnels, sont une fois de plus en train de vous humilier, vous du public, excusez l'expression. Au moment où nous célébrons les néants dans les lycées, au niveau de bon nombre d'établissements privés confessionnels, ils sont à 99% de réussite, 80% de réussite. 100% même. 100% de réussite. Pour cette année 2024. Oui, je vais dire que cela a presque été toujours pareil dans les établissements comme le collège Fox. Et la vie continue. Ils ont toujours eu des bons résultats. Mais il faut dire que dans les collèges comme Jean Tabi, on sait que là-bas, on sait que là-bas, il n'y a pas de place à la blague. Ils ont des comprimés de réussite? Non, pas des comprimés de réussite. Ils sont disciplinés. Ils sont disciplinés. Vous me comprenez? Vous reconnaissez votre indiscipline sur le plateau. Comment on est discipliné? Vous avez dit privé, ils sont disciplinés. Vous n'êtes pas privé. Quand je dis par exemple que les enseignants sont sous-payés, ce qui est palpable, ce qui est visible, ce qui est traçable, ce qui est tangible. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pas ici? Je voulais vous faire une petite anecdote. Pour sortir. Le Sénégal, qui est moins nanti que le Cameroun, et qui a même une rébellion en Casamance, a accordé en septembre 2023 une augmentation salariale aux enseignants allant de 100 000 francs à 295 000 francs. Pourquoi le Cameroun n'a pas fait pareil? Et je persiste pour dire que le gouvernement camerounais traite les enseignants. On fait quelque chose pour les enseignants, mais c'est minable de pas faire ici. Par rapport, n'est-ce pas, à la cohorte des enseignants, du primaire, du secondaire, du supérieur, ce que l'État fait est bien, mais c'est encore loin d'atteindre, n'est-ce pas, de résoudre le problème. Vous êtes en direct sur Info TV. Nous essayons de comprendre l'échec du baccalauréat de cette année au Cameroun. À tout de suite pour la suite. Nous vous le disions en ouverture ce matin, nous marquerons un arrêt sur la dernière sortie du préfet du Foudi, Emmanuel Digden, qui, de manière substantielle, a fait comprendre au niveau de son arrêté que dorénavant, il est possible qu'un citoyen vivant dans le département du Foudi soit expulsé si jamais le ressortissant en question ou alors l'habitant en question a tenu des propos discordants
courtois à l'endroit de celui qui incarne les institutions de la République. Quelques jours plus tard, le ministre de la Communication est également remonté au créneau pour condamner également les propos outrageux et surtout irrévérencieux à l'endroit du président de la République, mais lui avec un ton plus ou moins acceptable. Aujourd'hui, le débat enfle au niveau justement des médias et même de la place publique. Beaucoup qui pensent que le préfet du département du Fondi vient de faire 60 ans en arrière. Beaucoup pensent également que le préfet du Fondi vient de piétiner les lois de la République. Nous allons passer la parole d'abord à Maître Nouga, et je le fais aussi à dessein parce que lui c'est un homme de loi, il n'a fait que ça dans sa vie. Maître, quel est le regard, quelle est l'analyse que vous posez sur l'arrêté préfectoral? Écoutez, je vais peut-être vous surprendre. Pour moi, venant d'une autorité publique, le préfet veut susciter des révoltes, de la subversion, de l'insurrection. Ah bon? Oui. Mais c'est ce que lui condamne. Mais je pense que c'est ce qu'il veut susciter, en faisant semblant de condamner. Mais c'est très grave. J'ai examiné rapidement, je n'ai pas fait attention, mais la Constitution garantit la liberté d'aller et venir. La Constitution garantit même la liberté d'expression. Tout à fait. Ça veut dire que la liberté de manifestation est également garantie. Alors, quelle loi le préfet entendait-il appliquer en prenant son arrêté? De toute façon, ce n'est pas la Constitution, voilà. Il a appliqué la loi, il a visé les lois qui font référence à sa propre nomination, à la création de son ministère, à l'organisation du gouvernement, etc. Les lois qui sont. Et aucune de ces lois ne lui donne, que j'ai rapidement regardé, le pouvoir qui s'est donné, c'est-à-dire celui d'interdire la liberté d'expression, la liberté de circulation, enfin d'envisager, puisqu'il ne l'a pas interdit. Il faut utiliser les bons mots. Donc, en faisant cet acte, le préfet s'est fait davantage un bug. C'est-à-dire, il veut susciter quelque chose. Alors, que peut-il susciter à partir de cet acte qui n'est pas directement applicable? C'est-à-dire, ce n'est pas un acte qui interdit quelqu'un ou bien qui expulse quelqu'un du Fondi, mais qui avertit. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Ce qu'il veut faire, c'est susciter des réactions. C'est donner l'impression qu'il a des pouvoirs au-delà de la loi. Et évidemment, s'il a des pouvoirs au-delà de la loi, le citoyen normal ne peut pas l'admettre et va réagir. Et en réagissant, qu'est-ce que ça peut donner? Ça ne peut donner qu'une insurrection. Et cet acte, je le prends exactement dans le même sens que la création de Boko Haram, ou bien dans le sens du démarrage des conflits du nord-ouest et du Nozo, comme on dit aujourd'hui, à partir desquels un prétexte, la traduction des lois OADA en anglais, a donné lieu à une guerre civile. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, cet acte est assez dangereux, assez grave. Il faut que les services spéciaux examinent avec minutie et attention qu'est-ce qui a motivé le préfet. Il faut que les services spéciaux l'examinent. Vous êtes dans un exercice très compliqué là, mais il faut soupçonner lourdement monsieur le préfet. Parce qu'il n'est pas seul. On a vu des attitudes du ministre de l'AT aller dans ce sens. Et on se demande s'il ne cherche pas un tout petit peu à amplifier quelque chose que le ministre de l'AT qu'on a essayé de réduire. Lorsque le ministre de la Communication sort, vous percevez très bien que